Bonjour et bienvenue sur In the World pour un nouvel épisode en duo. Je suis absolument ravie d'accueillir, j'allais dire mon amie, et je vais le dire comme ça, mon amie Julia Simon. Julia qui œuvre à l'émancipation, à l'empuissancement des femmes à travers la reconnexion à ce qu'elles sont à l'origine, à travers tout l'aspect corporel et divin, il y a vraiment ces deux dimensions chez toi. C'est un délice que de savoir que cette conversation va avoir lieu entre toi et moi. Merci Julia d'être avec nous. Ah, merci Barbara pour ton invitation. Je suis tellement heureuse de passer ce moment avec toi. Et je suis du coup contente de passer un moment avec la podcasteuse que tu es, mais aussi du coup avec mon amie. Donc merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de te recevoir ici pour un thème qui est cher à la femme que je suis. Et je me suis rendu compte en préparant cet épisode que la première fois, mes premières lunes à moi, parce que c'est le thème de cet épisode, c'était en septembre 2001. Et donc ça fait un bail. Et cet épisode, je le veux pour les femmes que nous sommes et aussi pour les jeunes filles. C'est vraiment un épisode que j'ai envie d'orienter pour ce passage de d'un état à un autre, si je puis dire, et d'une saison presque à une autre, ce passage dans l'adolescence à travers l'expérience des premières règles, des premières lunes. Et je suis absolument convaincue qu'il y a un enjeu majeur dans la société à prendre soin de ce passage en particulier et à changer notre regard sur ce moment de la vie et de la vie des jeunes femmes. C'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Pourrais-tu, chère Julia, te présenter et nous dire ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Julia Simon. Je suis mère de deux jeunes filles, Léonie et Emma. Ça c'est mon côté maman. Et dans le reste de la vie, je fais plein d'autres choses, et notamment accompagner les femmes dans les grands passages. Je les aide à passer des seuils à travers des accompagnements individuels, à travers des retraites, à travers des temples. Parce que depuis 2 ans maintenant, j'ai entamé du coup une initiation pour devenir prêtresse. Et du coup, pour vraiment avoir une place spéciale dans ma communauté, à Paris et en ligne, pour justement accompagner les femmes à se connecter à qui elles sont et à qui elles veulent devenir. Parce qu'on est toutes en chemin, on a souvent toutes des visions, et parfois c'est pas facile de passer d'un stade à un autre, comme tu le disais, ou de traverser des seuils. Et du coup, ça, c'est vraiment ma grande passion que d'accompagner les femmes dans leur transformation et dans qui elles sont. Donc voilà ce que je fais. J'ai beaucoup travaillé autour d'un autre rite de passage, parce que je pense qu'en fait, je suis passionnée des rites de passage. Mon premier travail a été beaucoup autour du postpartum, du coup autour de la matrescence, ce passage de femme à mère. Et là, je prends un plaisir extraordinaire à travailler sur ce nouveau passage, celui de la ménarche, donc du coup des premières lunes, de nos premières règles, pour vraiment commencer à empuissancer les femmes dès leur adolescence, ou en tout cas même avant, quand c'est possible, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre à ce moment-là, beaucoup de choses à ressentir, et que quand on est accompagné, quand on a les informations, on le fait avec confiance, avec plus de fluidité et plus de grâce, et du coup on coupe avec tous les tabous, toutes les choses secrètes et sales dont la société patriarcale ne veut pas qu'on parle. Donc bienvenue dans cet espace d'empuissancement où on va parler vraiment de qui on est depuis le début, quoi. Et puis c'est intéressant parce que toi tu commences dès la naissance, et puis du coup tu vois, moi je continue après, je prends le relais après. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce que toi et moi on tisse Oui. entre les différentes périodes. Moi j'ai un attrait particulier pour la naissance et pour la fin de vie. Et effectivement, il y a tous ces passages entre toi et moi. L'idée de cet épisode de podcast a germé à la maison Joya lors de la retraite originelle auquel j'ai participé en mars 2024, en mai 2024. Et en fait, l'objet de cette retraite, c'est de reconnecter avec l'empuissancement du féminin à travers un objet ritualisé, un objet de pouvoir. Et tu nous as fait traverser plusieurs périodes. Je vais faire très synthétique pour la retraite originelle. Si vous voulez plus d'infos, allez écouter l'épisode numéro 1 de notre connexion à Julia et moi. Parce que
À ce moment-là, tu nous fais donc reconnecter avec cette expérience individuelle que chacune d'entre nous avait vécue. Et je me rends compte, à titre personnel, que waouh, c'était extrêmement chargé de honte, de... je- Il y avait quelque chose de lourd dans l'expérience que j'en ai vécue. J'étais avec... Enfin, j'étais pas à la maison, j'étais avec une amie à moi. Et donc, c'était très très particulier. Je me souviens du moment où ça se produit. La première fois, je suis au cinéma, je regarde Vidocq avec Gérard Depardieu. J'ai un vieil ancrage de ça et je me sens mais salie. Et aujourd'hui, cet épisode-là, il est pour les femmes, et en particulier pour la jeune femme que j'étais, pour lui expliquer que, en fait, tout va bien et que peut-être on peut porter un autre regard sur les choses. Et puis, à l'issue des différents processus de ce week-end que nous avions passé ensemble avec d'autres femmes extraordinaires, tu avais... je me souviens très bien de cet ancrage-là, il faisait beau, nous étions à l'extérieur, c'était le petit déjeuner ou le déjeuner peut-être, et tu nous partages que tu as cette idée, cette envie de proposer des cercles pour les jeunes femmes et pour ce moment des premières lunes. C'est né comme ça, et puis là, quand tu as commencé à en parler, quand tu as commencé à parler de ce cercle qui arrive concrètement dans la matière le 27 septembre pour le premier, qui est déjà complet, je me suis dit, mais je veux en être, je veux être de ces femmes qui osent, qui expriment, qui partagent à propos de ça, parce qu'on en a besoin en fait. De ton point de vue, qu'est-ce que ça aurait changé pour la jeune fille que tu étais, la jeune Julia, si elle avait participé à un cercle? Je pense que ça aurait tout changé, Barbara. Moi, j'ai eu mes premières règles, c'était en octobre 1994, juste avant un contrôle de SVT. Je vais aux toilettes et là, je me rends compte du coup que ma culotte est tachée. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de lumière, j'arrive pas vraiment à identifier ce que c'est. Je pense bien que ce ne sont pas des selles mal essuyées le matin, mais je ne sais pas parce que du coup c'est marron. Mais pour moi le sang c'est censé être rouge, donc ça ne doit peut-être pas être ça. Donc je fais mon devoir, etc. Donc je suis à l'école, je rentre à la maison et là j'ai beaucoup plus de sang. Là je me rends compte que c'est sûrement ça, j'appelle ma mère et là du coup elle m'explique que ça y est j'ai mes règles. Donc elle me donne une serviette, elle m'explique comment la mettre. Ma mère a été d'une gentillesse absolue. Et voilà. Et du coup c'est parti quoi. Juste pour la petite anecdote, donc je pense souvent à la manière dont moi je vais célébrer les règles du coup de ma deuxième fille, parce que ma première les a déjà. Ma mère m'a offert le CD de Maria Carey comme cadeau. Elle me l'a donné, elle me l'a offert, donc c'était un gros truc parce que tu vois les CD à l'époque, dans les années 90, c'était vraiment un beau cadeau quoi. Elle m'offre le CD, elle me dit tiens, c'est pour toi parce que tu es une femme maintenant. Et donc moi mon ancrage c'était quand même Maria Carey. C'était pas un tabou à la maison, donc j'ai eu la chance de pas vivre avec quelque chose de sale, de pas me sentir seule, parce que je pense que ma mère était très heureuse de me transmettre ce qu'elle n'avait jamais reçu. Mais ce qui est sûr, c'est que en étant dans un cercle de jeunes filles, notamment le cercle comme moi je l'imagine et comme je vais l'organiser du coup, ça aurait changé beaucoup de choses parce que j'aurais pas du tout été seule, dans le sens où d'autres jeunes filles auraient eu les mêmes informations que moi. J'aurais eu plein d'informations et donc je ne me serais pas juste basée sur l'expérience de ma maman. J'aurais pu du coup commencer à tisser des liens avec d'autres femmes et du coup commencer à voir que la sororité existe. Et donc je pense que dans ma vie de femme et de jeune femme, ça aurait aussi changé beaucoup de choses. Et dans les cercles que j'organise, ça dure 3 heures. Et en fait, pendant la dernière heure, en fait, les mères ou les figures d'attachement, ça peut être des tatis, des marraines ou des belles mamans, sont invitées aussi. Et donc il y a une sorte de transmission aussi qui est faite. Où les adultes en fait partagent des bénédictions ou des mots doux, des encouragements aussi pour les jeunes filles. Et donc ça m'aurait permis aussi de voir qu'il y avait d'autres femmes, que j'étais pas toute seule en tant qu'adolescente ou jeune ado, tu vois, parce qu'à 12 ans t'es quand même toute petite, mais il y a d'autres femmes qui sont là et en fait ça m'aurait permis de comprendre qu'avec mes règles, je passais d'un passage de petite fille à jeune fille, et donc en fait je passais dans un état d'énergie féminine avec des femmes. Et voir des femmes qui m'auraient encouragée, qui auraient peut-être lu des petits mots, des choses comme ça m'aurait beaucoup émue et je me serais sentie appartenir à un groupe. Et ça, je pense que c'est important parce que dans tout ce qu'on traverse en tant que femme, souvent ce qui revient, c'est qu'on a beaucoup de solitude.
notamment avec la honte menstruelle, avec nos villages qui n'existent plus, par exemple. Tu vois, je pense aux jeunes mamans qui se retrouvent toutes seules avec des enfants, etc. La solitude, en fait, elle nous touche énormément dans toute notre vie de femme, parce qu'on oublie d'honorer ces différents passages. Et donc je pense que déjà, là, à l'adolescence, je me serais sentie appartenir à quelque chose de plus grand que ma toute petite vie à moi. Donc ça aurait changé beaucoup de choses déjà. C'est tellement précieux parce que aujourd'hui, je pense que dans ce que l'on est amené à traverser, il y a un profond sentiment d'isolement de tous, et en tout cas de beaucoup, avec aussi, dans plein d'aspects, une perte de sens, une perte de la notion du vivant et du sacré. Et ce que j'entends, c'est que déjà, à travers ce premier cercle, à partir de 12 ans, ce qui est suffisamment tôt pour que ça s'incrémente aussi dans toutes les couches et dans toutes les strates de la vie plus tard, il y a du lien, il y a du soutien, il y a du partage, il y a des expériences, il y a de la compréhension, il y a du sens et il y a une expérience. Et puis aussi un temps d'accueil, un temps pour prendre un moment dédié à cette expérience-là qui ne reviendra jamais. La première fois qu'on a ses règles, c'est comme, j'imagine, la première fois qu'on embrasse quelqu'un. En fait, c'est comme toutes ces premières fois. Ouais. Et quand on arrive à préparer, en prendre soin et à avoir un regard qui est celui du beau, celui de la grâce dont tu parlais, alors qu'est-ce que ça vient faire dans l'expérience de notre vie si on peut changer les yeux que l'on porte dessus? Et tu vois, ce cercle-là, il n'est pas imaginé comme un atelier où on parle de la puberté. Il est vraiment imaginé comme un rite de passage. Et en fait, il y a des étapes très précises pendant ce cercle, pendant ces 3 heures, où en fait on passe d'une étape à une autre. On suit vraiment les étapes du rite de passage. Le premier, tu vois, c'est l'histoire. Je raconte une histoire à propos des règles. J'ai pas envie de te dire parce que j'ai envie de garder de la surprise, etc. Mais je parle d'une déesse en fait qui viendrait toquer à ta fenêtre quand tu es enfant et qui vient te dire un jour je reviendrai. Ça donne la chair de poule. Moi aussi. Et en fait, je raconte cette histoire-là. C'est une histoire qu'on peut trouver dans des bouquins, etc. Je pourrais donner des notes ensuite s'il le faut. Enfin bref. Et donc en fait, je raconte déjà une histoire. Et pendant ce temps-là, les jeunes filles, elles sont pas là à m'écouter comme un cours en classe de SVT, non. Je leur mets à disposition des feuilles pour qu'elles dessinent, pour qu'elles colorient, etc. Pour qu'en fait, elles soient elles aussi en mouvement et qu'on coupe aussi avec une éducation stricte, dans un cadre strict, etc. Non, là, on est ensemble, on est en cercle, il n'y a personne qui est plus haute que quelqu'un d'autre. On a une structure, tout ce qui est partagé, ça reste entre nous. Et on est là vraiment à écouter une histoire déjà pour commencer. Donc ça, c'est le premier temps. Et ensuite, on va parler du coup des challenges. C'est ça, un rite de passage. Il y a le challenge qui arrive. Et bien là, on va parler de la puberté, de ce qui peut nous arriver dans notre corps. On va un petit peu découvrir tous ces signes aussi parce que il y a ça aussi. Tu vois, dans mes cercles, ils sont pour les 9 à 12 ans. Et là, je suis en train d'en développer un pour les 13 à 15-16, tu vois. Parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir se préparer en amont aussi, pas que quand c'est déjà arrivé, mais aussi quand on les a pas encore, et qu'on veut apprendre aussi à décoder un peu les signes de notre corps. Parce que mon but à moi, c'est aussi permettre à toutes ces jeunes filles de se connecter à leur corps dès leur adolescence. Après, si tu veux, je pourrais te parler de ce qui peut arriver quand on n'est pas connecté du coup à nos premières lunes et quand la honte menstruelle est présente. Mais du coup, il y a ce passage-là aussi, tu vois, où je parle des différents signes, etc. Donc ça donne de l'info. Elles sont là, elles comprennent que le sang, c'est pas forcément rouge, qu'il y a plein de couleurs différentes, que ça peut être liquide, un peu plus épais parfois. Tout est possible, en fait. Et donc, on ne reste pas sur une seule vérité. Il y a plein de vérités possibles. Et donc ça, c'est super aussi pour elles, parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas un seul corps. Il y en a plusieurs. Et donc, il n'y a pas qu'une expérience, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plein. Et donc ça, je trouve que des jeunes filles qui commencent à intégrer cette idée-là autour de leurs 10, 11, 12 ans, mon Dieu. Enfin, je me dis, waouh, j'aurais peut-être avancé plus vite sur plein d'autres aspects de ma vie. Je sais pas ce que t'en penses. Bref. Oui, t'es d'accord. Très bien. Je suis carrément d'accord, effectivement. Et après, du coup, on a une troisième... le troisième plan, c'est le troisième point du rite de passage, c'est quand on a une vision. C'est de se dire, voilà, à quoi j'ai envie aussi, comment je vois les choses, comment est-ce que je peux vivre, etc.
Et donc là, on parle des saisons intérieures, par exemple. Tu vois, je vais pas juste rester sur, ton cycle menstruel, c'est juste tes règles. Non, non. C'est aussi avoir des nouvelles émotions qui sont présentes dans tout ton corps. Te rendre compte qu'en fait, pendant un mois, tu vas passer à travers différentes phases. Et on a 4. Viens, on regarde à quoi elles ressemblent. En fait, on va les appeler tes saisons intérieures. Et ça, je leur en parle quand leur mère ou quand leurs figures d'attachement sont aussi présentes. Parce que mon but, c'est qu'en fait, je change pas juste la vie de ces jeunes filles, je change aussi toute la tribu, parce que du coup, les mamans, elles sont au courant. Donc elles vont s'occuper de leurs filles différemment. Elles vont avoir un vocabulaire à la maison que leur papa, leur petit frère ou leur grand frère vont entendre. Et en fait, du coup, quand on fait tout ce travail-là, c'est toute une tribu en fait qui change. C'est toute une tribu qui est là pour accompagner la jeune fille. Et la mère aussi. Donc tu vois, c'est vraiment, on change le monde, quoi. Et la dernière étape, c'est le fait d'être reconnu. Et notamment reconnu par ses pairs. Et donc voilà, donc ça c'est le moment, tu vois, où les adultes présents, tu vois, échangent un petit mot, disent quelque chose, etc. Et pendant tout ce temps qui est quand même hyper émouvant, tu vois, il y a des crayons de couleur, il y a de quoi dessiner, il y a de quoi faire un petit bracelet. Il y a plein de choses en fait qui sont là aussi parce que mon but à moi c'est de reconnecter toutes ces jeunes filles et les adultes présentes, les badass que ces enfants adorent, bah du coup aussi à leurs mains, tu vois. Et se rappeler que nous, en fait, on faisait ça avant. On était en cercle, on tissait ensemble, on faisait la broderie, on peignait, on cousait, on faisait plein de choses. Et du coup, c'est aussi remettre ça au centre. Et c'est pour ça que c'est, tu vois, quand je pense à mon rôle, à Paris notamment, tu vois, je me dis, waouh, si j'arrive à allumer, tu sais, les fameuses petites lumières, si j'arrive à allumer plein de petites lumières dans Paris, avec plein de familles qui commencent à s'ouvrir là-dessus, mais qu'est-ce qu'on va gagner comme temps ? Et imagine toutes ces jeunes filles là qui vont apprendre certaines choses, qui vont se rendre compte qu'entre filles on se soutient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au collège, quand il y a une de ses copines qui a ses règles, bah, elle sait exactement quoi faire. Elle peut lui donner une serviette, elle peut lui permettre de se nouer peut-être un gilet autour des hanches pour pas qu'on voit qu'elle a saigné, qu'elle a taché son pantalon. En fait, on peut vraiment faire tout ça. Et moi, je me rappelle qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'ai désormais 43 ans, je pense qu'il y a encore peut-être 3 ou 4 ans, quand j'allais faire pipi, que j'avais mes règles dans des toilettes collectives, etc., publiques, je faisais attention quand j'ouvrais mon petit sachet parce que je voulais pas qu'on entende que j'ai mes règles. Et je me dis, waouh, si j'arrive à montrer à des jeunes filles qu'en fait c'est normal d'avoir leurs règles, c'est complètement cool, qu'on les a toutes, que la moitié de la population mondiale a ses règles, mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Parce que moi j'avais pas la sensation, tu vois, de porter ce poids de la honte menstruelle. Et en fait, en étant hyper authentique, alignée avec moi, je me suis dit, non mais en fait, si, forcément, parce que si tu ouvrais tout doucement tes petits sachets de tampons ou tes serviettes hygiéniques, ou que quand t'allais changer ta cup, t'étais hyper gênée d'avoir du sang, etc., c'est que tu portais quand même une charge émotionnelle autour de ça. Donc voilà, donc j'ai guéri ça et du coup je suis prête pour les jeunes filles. Ouais, et t'es prête et merci d'occuper cette place-là parce qu'elle est mais tellement, tellement précieuse. En fait, moi, je me rends compte que dans mon parcours, aujourd'hui, je me sens très bien avec la femme que je suis. Il y a probablement encore plein de marges de progression, d'exploration de ce que ça veut dire être une femme, etc. Et en même temps, je suis passée par des étapes très particulières avec tout un dégoût et un rejet de ces espaces-là, et même presque une satisfaction quand on m'a dit, avec un moyen de contraception en fait qui venait interrompre mes règles et m'ont coupé, c'était presque j'avais vraiment une part de moi qui était fière quoi de pouvoir dire ben moi non, moi je passe pas une partie du mois à avoir mal et à vivre ce que vous vivez et de me sentir presque puissante ouais. de là-dedans aussi, non ? Exactement, d'être soulagée de pas passer par cette étape-là. Et en fait, aujourd'hui, et ton accompagnement et la retraite de femme originale quand même, de femme originale, de femme originelle, m'a probablement accompagnée dans ma relation à mes règles et de pouvoir délier les mots, les tabous, d'aller observer des espaces de moi où aujourd'hui c'est une profonde fierté que celle de pouvoir choisir ou pas ce que je mets dans mon corps. Est-ce que j'ai envie d'interrompre, enfin comment est-ce que j'ai envie de vivre ma sexualité, ma fertilité, comment est-ce que ça se passe dans mes sensations et dans mon corps.
Et comment est-ce que j'amène de la fierté, en fait, d'avoir mes règles et d'être contente de sentir que je suis encore dans cette période-là. D'ailleurs, peut-être que ça pourrait être le lien, si tu veux bien, avec le corps, l'espace dont tu me parlais, d'aller connecter à cet espace corporel des jeunes femmes. Avec plaisir, et je vais juste rajouter une dernière chose par rapport à ça. Moi, je suis très fière d'avoir mes règles, je suis très fière de saigner. Je sais qu'il y a une partie de moi qui est déjà un petit peu triste de me dire que c'est peut-être bientôt fini, tu vois, je sens ça. Et en même temps, ce qui est clair, c'est que dans mes cercles, je vais pas uniquement dire que les règles c'est trop fun et que c'est magique. Parce qu'en fait, on peut aussi parfois avoir des douleurs, des fois ça peut être difficile, et puis c'est contraignant au début, en tout cas quand on est une jeune adolescente, tu vois, ça demande de l'organisation, etc. Et donc c'est juste pour dire que, parce que j'ai fait l'erreur avec ma première fille, du coup, d'être que dans quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, la fierté d'être une femme, la magie de saigner, etc. Et en fait, c'est aussi galère. Des fois, on tâche son pantalon, c'est un peu chiant. On peut avoir parfois mal au ventre, etc. Les règles ne sont pas forcément régulières au début. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je vais bien faire attention. C'est vraiment d'être pas dans un embellissement menteur des règles, mais vraiment de dire, les règles, ça peut être tout ça. Et ça peut être aussi quelque chose de super chouette dont personne ne vous parle en général. Moi, je vais juste parler de ça aussi. Merci. Pardon, c'était juste pour... parce que je sais que c'est une des erreurs que j'ai faites pour ma première fille, donc j'apprends. Et donc j'ai envie je voulais juste parler de ça, parce que ça peut être autre chose aussi, les règles. Je voulais parler peut-être du corps et de ce qui se passe quand on n'est pas forcément éduqué, ou quand on n'a pas forcément reçu ce passage. Donc il y a plusieurs risques, entre guillemets, que l'on peut avoir. Le premier, c'est de vivre ces règles comme un choc ou comme un traumatisme. Les jeunes filles qui ne sont pas au courant de leurs règles et qui vont un jour se réveiller avec du sang dans leurs culottes, etc., peuvent déjà penser qu'elles ne sont pas normales, qu'elles sont sales, que ça n'arrive qu'à elles, et donc elles peuvent avoir peur aussi d'avoir des maladies. J'ai déjà entendu de jeunes filles, tu vois, qui pensaient qu'elles avaient une maladie parce qu'elles saignaient, et qu'elles n'osaient pas en parler à leurs parents, de peur que ce soit tellement grave que du coup les parents soient beaucoup trop inquiets, etc. Donc il y a des jeunes filles, j'ai entendu ça une fois en cercle, j'ai trouvé ça tellement touchant, tu vois. Donc ça c'est vraiment important, parce que ça veut dire que la première empreinte que tu as de tes règles, c'est une empreinte qui est négative et qui va vraiment rester dans ton corps, et ça crée du coup un sentiment d'abandon, aussi de solitude dont tu parlais tout à l'heure. Le deuxième truc du coup, c'est que du coup tu peux développer de la méfiance par rapport à ton corps. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance ? Et ça crée quoi ? Ça crée des dissociations d'une certaine manière. On est tellement déjà dans une société où on est beaucoup dans notre tête. Si, dès notre adolescence, on se coupe entre nos sensations, notre tête, notre cœur et notre corps, pareil, après il faut sortir les rames quand on a une trentaine d'années et qu'on se rend compte à quel point c'est important. Et du coup, on a perdu une vingtaine d'années déjà. Donc c'est aussi un moyen d'accélérer tout ça. Je trouve que c'est ce dont on disait, que si tu n'es pas préparé, tu vas intérioriser de la honte et du silence autour de tes règles. Donc on parlait de tabou tout à l'heure, on parlait du fait que c'était sale, du fait que c'était honteux, etc. Le fait de ne pas parler des règles, ça va valider ça. Ça va valider que ce n'est pas normal et que ça doit se cacher. On ne parlera pas des publicités, hein, je sais pas si elles existent toujours, ces publicités-là, parce que j'ai pas la télé. Mais tu vois, quand j'étais ado et tout, et regarder les publicités, tu vois, avec du sang bleu, bah, ça m'a jamais vraiment choquée, en fait. Et donc se dire, tu vois, qu'il y a quand même tu vois, quand on te dit, ah, c'est normal d'avoir ces règles, etc., mais qu'à la télé et tout autour de toi, on n'en parle pas, que le sang il est de couleur bleue, tu dis, waouh, il y a quand même quelque chose que j'ai dû rater. Et donc du coup, ça vient aussi, tu vois, nourrir cette culture du secret, du tabou, etc. Et donc on sait que tout ce qui est secret et tout ce qui est tabou, en général, c'est quand même pas très très bon signe. Donc ça permet aussi de couper avec tout ça. On a parlé tout à l'heure de se sentir isolée et incomprise. Mais moi, ce dont je voulais surtout parler, c'est le fait que quand on commence à ne pas être préparé à nos premières règles, en fait, on n'est vraiment pas lié du coup à notre utérus. Et ça veut dire qu'on peut ignorer aussi tous les déséquilibres que l'on peut vivre en tant que femme dans notre corps et dans notre ventre. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui pensent que d'avoir mal quand elles ont leurs règles, c'est tout à fait normal. Et du coup, on arrive sur des personnes qui sont en errance médicale, qui, elles, gardent leur douleur pour elles, et qui ont des diagnostics qui arrivent très très tard. Ce sont des femmes aussi qui sont, comme elles ne sont pas connectées, ou ces jeunes filles qui ne sont pas connectées du coup à leur utérus, etc.,
je pense, donc ça c'est ma croyance personnelle, c'est juste ma vérité, je pense qu'on peut aussi du coup développer des maladies qui sont aussi liées à tout ça, parce que ça nous crée des déséquilibres aussi hormonaux que d'être en stress. Je pense à l'endométriose, je pense au SOPK, je pense à des kystes, etc. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas préparé à avoir tes règles, tu vas développer ces maladies-là. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand on n'a aucun contact avec toute cette zone et qu'on est complètement dissocié, il se passe ce qui se passe, ou il se passe pas ce qui se passe pas, justement. Et du coup, il peut nous arriver ces déséquilibres-là qui peuvent durer, et donc du coup, nous affaiblir. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir bien renseigner nos jeunes filles sur tous ces sujets-là, pour que plus tard, elles puissent aussi avoir une meilleure connaissance de leur corps, avoir des rendez-vous médicaux où elles vont poser aussi plus de questions, parce que je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Quand tu te sens maîtresse de ton corps, quand tu sais que ton corps t'appartient, quand tu comprends comment il fonctionne, bah, t'es quand même plus apte à avoir des vraies discussions avec ta sage-femme, ou avec ton médecin, ou ta gynécologue aussi, pour lui dire ça je comprends pas, expliquez-moi. Et du coup de demander aussi des explications complémentaires, plutôt que d'être passive dans tout ce qui peut nous arriver. Donc je voulais aussi parler de ça parce que je pense que, outre le soutien émotionnel que l'on a, le soutien qu'on peut être aussi pour nos amis qui ont leurs règles, etc., je pense que quand on devient une jeune femme, ces choses-là sont très importantes. Et je pense même que ça joue aussi, tu vois, sur la relation au corps. C'est peut-être un petit peu loin, mais ça joue aussi, je pense, sur le consentement. Mon corps m'appartient, il est à moi, je comprends comment il fonctionne, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non quand c'est pas ok pour moi. Je pense qu'il y a pour moi, je vois ça, en tout cas, la vision que j'ai, c'est que ça va donner à toutes ces jeunes femmes une assise et un ancrage qui sera bien meilleur que peut-être que nous, ce qu'on a reçu. Lorsque tu l'évoques, moi, ce que ça vient toucher, c'est vraiment ce processus que j'ai intégré de réappropriation de mon corps. À travers donc mon chemin d'avoir différents moments où je me suis coupée de tout cet espace-là pour finalement faire le choix conscient de m'en saisir et de me réancrer dans mon corps. Et en particulier par ce lien-là, par cette expérience-là en parallèle de mes règles, mais pas que. Et ce que c'est venu faire chez moi, alors je dis pas encore une fois que c'est le cas chez tout le monde, mais aujourd'hui je me sens très intuitive, très connectée à mes perceptions, à ce que je ressens, à mes émotions, et avec une capacité aussi à me faire traverser des émotions quelles qu'elles soient. Et pour moi les émotions, donc c'est de l'énergie qui est en mouvement, et donc à me laisser traverser par cette énergie, et en fait à sentir de plus en plus que l'énergie et moi, nous ne faisons qu'un. Et si on m'avait demandé Barbara, comment tu fais pour développer ton intuition, je sais pas si j'aurais expliqué ça ou exprimé ça en premier lieu, mais en fait c'est passé aussi par ça, c'est passé par ramener du lien dans ma relation à mon corps, à mon utérus et à ces temporalités-là, à ces expériences que j'avais vécues, et réunir des facettes de moi. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu proposerais à des femmes qui bénéficient pas forcément de ton accompagnement en individuel ou en collectif, de prendre soin de ce passage-là, de cette expérience-là à distance? Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai parlé de notre épisode de podcast et de ton projet de cercle de femmes autour de moi, les femmes de mon âge m'ont dit mais moi j'aurais voulu y participer, moi j'aurais voulu que ça ait lieu. Et je me dis qu'il y a probablement d'autres femmes aujourd'hui qui ont besoin de ton regard, qui ont besoin de ton accompagnement et de ta bienveillance, avec des propositions, en tout cas des outils peut-être que vous pourrez proposer sur le podcast. Ouais, merci. Et il y a une proposition qui va arriver du coup à l'automne, pour justement accompagner ces femmes-là, qu'elles soient mères ou pas d'ailleurs, beaucoup du coup pour les mamans pour qu'elles puissent accompagner leurs filles. Je pense que la première étape, c'est d'aller revisiter du coup son histoire menstruelle. C'est la première chose, c'est d'aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu mes règles? Qu'est-ce que j'ai cru comprendre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on m'avait dit? C'est vraiment un gros travail que j'ai fait encore plus, tu vois, en début d'année 2025, là, c'est que j'ai vraiment plongé dedans. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu vois, de toutes ces injonctions que j'avais, qui étaient encore cachées et encore inconscientes, que je pouvais toujours avoir par rapport à mes règles ou à mon corps de femme, etc. Donc il y a ça, il y a revoir notre histoire menstruelle, se dégager du coup de toutes les croyances qu'on peut avoir sur la femme, sur qui on doit être. C'est vraiment un gros travail, je trouve,
c'est désapprendre qui on a cru être pour réapprendre en se disant qu'il y a vraisemblablement des choses beaucoup mieux qui nous attendent. Parce que c'est ça, hein, je trouve, et c'est ça qui est hyper beau, c'est de se dire que tout ce qu'on réapprend là, maintenant, alors qu'on a 35, 40, 45, même 50 ans, etc., en fait, c'est pour notre mieux. C'est remettre en avant cette énergie féminine sacrée qui fait déjà partie de nous depuis qu'on est né, qui était déjà présente pour nos mères et nos grands-mères et qui malheureusement n'ont peut-être jamais eu accès à ça. Mais nous, on sait que c'est possible. Et donc quand on fait ça, on fait un travail pour guérir toute notre lignée de femmes avant nous, et puis on guérit aussi toutes celles qui arrivent. Donc oui, en effet, c'est un travail magnifique qu'on peut entreprendre. Donc, mais je pense que le premier, c'est vraiment aller revisiter ces premiers moments où on a eu nos règles, comment a réagi notre famille, notre mère, notre père, nos frères, est-ce qu'on a été OK d'en parler, est-ce qu'on avait des personnes ressources pour en parler, est-ce que je me suis sentie seule, est-ce que je me suis sentie accompagnée. C'est tout ça qu'il faut aller voir, parce qu'en fait, la manière dont on vit une chose dans un passage, la naissance, l'accouchement, les premières règles, c'est cette manière-là dont on vit toutes les choses dans la vie de manière générale. Donc tout se répond. Et donc je ne serais pas étonnée, tu vois, que la manière dont on vit une naissance, ce soit plus ou moins sûrement aussi de la même manière qu'on vit nos premières règles et qu'on vit notre accouchement. Merci beaucoup pour cette pépite que tu nous partages. Tout à l'heure, avant de te recevoir, de t'accueillir, je faisais le lien avec un exercice, en tout cas un outil que m'a proposé Joanne Huttard, qui était celui de partir du principe que le temps n'existe pas et de pouvoir écrire le moi d'aujourd'hui, écrire à la jeune fille que j'étais, pour l'accompagner, pour lui dire peut-être ce que j'aurais envie de lui partager. Et en lien avec ce que tu as proposé, tu vois, d'apporter du soutien, d'apporter de la présence, d'apporter de l'amour, d'apporter de ce que je suis en fait, et de venir être en lien avec elle, et de sentir aussi que peut-être donc moi je suis pas encore maman aujourd'hui, mais qu'il y a une version de moi du futur qui est en train d'écrire à la future maman que je pourrais être, et que ça navigue en fait, que le temps n'existe pas, ou il existe en fonction de chacun, mais qu'en tout cas il y a des énergies, des expériences à intégrer et à accueillir, et puis voilà, simplement de l'expérimenter, de voir si ça parle ou si ça parle pas, c'est pas obligé de parler, mais moi c'est quelque chose qui est venu vraiment me toucher et me faire vibrer cellulairement, donc je me suis dit que j'avais envie à l'issue de notre épisode de podcast, de prendre ce temps de moi à moi pour aller prendre soin de cette jeune femme qui en septembre 2001 va avoir cette première expérience, parce que mon amie Julia va arriver beaucoup plus tard dans ma vie et que voilà, peut-être ça sera pour mes filles, pour les enfants que j'ai qui sont chers à mon cœur, que ce projet va pouvoir se développer. Mais il est encore temps de prendre soin des femmes, des soignantes, des accompagnantes. Aujourd'hui, mon podcast s'adresse en particulier à ces femmes qui accompagnent, et pas que, les hommes aussi. Mais peut-être qu'avant de proposer des ressources à ces accompagnants, ça demande à ce que chacun revienne peut-être prendre soin de cette expérience-là. Je me suis écrit une lettre. Je te disais tout à l'heure, je te partageais que j'avais beaucoup travaillé sur ça, sur mes premières règles, la honte menstruelle, etc. Et je me suis en effet écrit une lettre. J'ai écrit une lettre à la petite Julia aussi, de 12 ans, qui découvrait tout ça. Donc ça me parle énormément. Et donc il est possible, Barbara, que ça fasse partie aussi du processus que nous allons entamer pendant l'accompagnement que je ferai. Donc en fait, voilà, c'est déjà là. C'est déjà chez Julia. Et magnifique. C'est tellement, tellement, tellement précieux. J'avais une question pour toi, mais tu y as déjà répondu, qui est, à ton avis, si individuellement et collectivement nous prenons soin des jeunes femmes et nous accompagnons ce passage des premières règles, des premières lunes, alors quelle transformation sur la communauté et le monde? Ça change tout, hein. Ça change tout. Des jeunes filles qui ont confiance en leur corps, c'est des jeunes filles qui sont beaucoup moins manipulables, qui ont moins de troubles obsessionnels du comportement, qui ont moins de TCA par exemple, de troubles du comportement alimentaire, qui ont moins de maladies liées à ça. Il y a vraiment des bouquins et des études qui montrent ça.
que la honte menstruelle elle crée ça aussi chez les femmes. Donc imagine des jeunes femmes qui ont confiance en elles, qui ont confiance en leur corps, qui sont moins manipulables par les publicités, les magazines, les produits en tout genre, qui se mettent pas à faire des régimes à l'âge de 15 ans ou même avant parfois, qui se sentent suffisantes, qui se sentent complètes, assez, qui n'ont pas honte d'elles, etc. Mais déjà ça change tout. Imagine, t'as 20 ans et tout, tu acceptes, il y a des comportements que tu n'acceptes pas, qui sont plus acceptables pour toi, tu as des standards qui sont beaucoup plus élevés. En fait, c'est tout ça, on travaille sur tout ça en fait quand on travaille sur les premières lunes. Non mais c'est ça, tu vois, je sens que ça vient réveiller ce feu intérieur en moi sur, en fait, on retrouve notre puissance, vraiment. Et quand tu es enfant et que tout le monde te dit non mais tu sais les filles, les garçons ils sont égaux, nanana, nanana. Quand t'arrives et que tu es adolescente et qu'on se rend compte qu'en fait tout ce qui appartient aux filles c'est de l'ordre de la honte, c'est un peu sale, il faut pas qu'on en parle, les adultes ils ont pas l'air d'être très à l'aise avec ça, etc. Parce que c'est ça aussi qui se passe, hein, c'est que t'as beau dire à ta fille t'as les mêmes chances qu'un mec, etc. Quand il croit pas vraiment et tout, ça transpire énergétiquement. Donc là c'est différent, là on le rappelle aux filles, non, vous avez toute votre puissance, vous pouvez décider votre corps, votre contraception c'est vous qui la décidez aussi, il y a plein de possibilités, c'est toi qui choisis en fait. T'as le droit d'accepter ça ou ça de la part de ton partenaire ou de ta partenaire. Il y a des choses qui sont pas acceptables. De ton médecin, en fait. Ton médecin ne peut pas te forcer à faire des choses. C'est ton corps. En fait, tu redeviens responsable de ton propre corps et de ta propre vie et tu arrêtes d'être un mouton ou d'être une personne qui a tellement peur et qui comprend tellement pas ce qui se passe que du coup, hop, tu pars avec le vent, quoi. Non, on a besoin de personnes ancrées, tout, qui vraiment, qui disent stop et qui disent on peut faire mieux. Et moi, je pense qu'on peut faire mieux pour nos filles. Et donc, c'est un peu comme quand j'ai l'impression de travailler encore pour le postpartum. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour Léonie et Emma quand elles deviendront maman. Et là, typiquement, les premières lunes, c'est pour que mes filles, quand elles grandissent, elles aient confiance en elles, leur grand potentiel, qu'elles se rendent compte qu'elles sont vraiment capables de grandes choses. Que d'être une femme, c'est d'avoir des qualités qui sont peut-être différentes de celles que la société nous propose. On n'est pas des soleils, nous, on est des lunes, donc on n'est pas linéaire, on est cyclique, et c'est très ok. Et comment est-ce qu'on fait pour être en puissance quand on sait ça, quoi? Pour moi, c'est tout ça, être éduqué aux premières lunes. Pour moi, c'est tout ça, participer à un cercle avec d'autres femmes et d'autres jeunes filles. Insuffler une nouvelle énergie, en fait, au monde dans lequel on vit. On se rend compte que notre monde ne fonctionne pas, ça marche plus. Là, c'est clair. On a besoin de femmes et tout qui sont dans la joie, qui partagent, qui sont dans la transmission, qui s'aident, qui s'entraident. Et on a besoin de ça et on a besoin d'hommes qui nous soutiennent aussi là-dedans. Voilà. Magnifique. C'est une conversation qui me touche évidemment parce que je me dis que si dès 10 ans, 9, 10, 11, 12 ans, nous connections chacune des filles avec la vérité, avec reconnecter au corps, exprimer oui quand c'est oui, dire non quand c'est non, oser rêver, oser créer, lâcher la pression, les enjeux qui nous appartiennent plus et puis se connecter à notre joie, à notre cœur, mais c'est extraordinaire. J'espère vivre je suis certaine que je le vivrai, mais cet espace où nous, femmes, prenons nos responsabilités aujourd'hui pour reconnecter, prendre soin de ce que nous n'avons pas reçu et honorer ce que nous avons aujourd'hui. Pour moi, il y a vraiment une dimension où on ramène aussi du sens avec des pratiques qui sont des pratiques ancestrales, qui sont encore en lien avec certaines nations, certains pays. D'ailleurs, si cette conversation vous a touché, sachez que je recevrai Mélanie Mello pour la sortie de son livre, pas du tout, de son film et de son documentaire Première Lune. Et donc, c'était beau de savoir que vous alliez vous rencontrer toutes les deux, elle et toi, sur le podcast à des moments différents, mais que vous étiez deux magnifiques ambassadrices de ce passage-là. Et je suis très heureuse que son film puisse sortir. J'ai contribué financièrement, j'en ai parlé autant que je pouvais. C'est un film qui est absolument nécessaire et je pense que le fait que des femmes ou des hommes voient ce qu'il se passe dans d'autres pays, comment est-ce qu'on peut soutenir les femmes, etc., ça change tout. Et tout à l'heure, on parlait de ça, on parlait aussi des petits frères et des grands frères. Imagine un petit frère ou un grand frère qui comprend comment fonctionnent les règles, mais quel super amoureux ça va faire plus tard, quoi. Quel super papa ça va faire plus tard. Quel super ami. Il y a vraiment une dimension de reliance et de soutien, de support. Et toi et moi, je trouve qu'on œuvre vraiment au monde que l'on veut.
que l'on veut, que nous voulons voir. Ouais. Et qu'est-ce que c'est beau de te voir dans ta vision et dans l'expression de ce que tu es. Merci beaucoup, Oh, merci Barbara. chère Julia, parce que je te vois, parce que tu m'inspires. Et voilà, je suis très très heureuse d'avoir eu cette conversation avec toi. Est-ce que tu as des dates aujourd'hui? Parce que donc on a parlé du 27 septembre, le premier cercle de première lune qui va voir jour, corps. Oui. Les prochaines dates, c'est Il y a, quand? alors, il y a 2 prochaines dates pour les 9-12 ans. C'est le 16 novembre et le 11 janvier. Ça, c'est pour les 9-12 ans. Et là, je suis en train de chercher une date pour les plus grands, donc les 13, 15, 16 ans. Ce serait une date, je pense, en novembre aussi, quelque chose comme ça. Donc, soyez prêtes. Je mettrai les informations sur mon compte Instagram ou sur mon site internet. Donc, merci d'en parler parce que on change le monde, Barbara. Tout à fait. Changeons-le avec joie, avec Oui. enthousiasme, depuis une énergie qui est vibrante. J'espère que vous le sentirez à travers les ondes de ce podcast. Et si jamais d'aventure vous aviez envie de nous déposer, de partager avec nous ce que vous avez traversé, ce que vous avez expérimenté, je pense aussi qu'il y a une dimension à se reconnaître les unes les autres. Si vous sentez que c'est juste pour vous de profiter de cet espace sacré que nous avons ouvert toutes les deux ensemble, ben, je vous le propose, je vous invite à le déposer là où votre cœur vous le proposera. Et nous serons disponibles. En tout cas, je serai présente et puis je verrai avec Julia comment c'est pour toi. Super, merci. Avec un immense plaisir. Merci à toi, Julia. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer cette... J'ai envie de te remercier de créer tous ces espaces qui sont toujours tellement beaux, tellement sacrés et tellement vibrants. C'est le mot que tu as utilisé. Merci pour tout ce que tu nous offres tout le temps. Ton podcast est un bijou, donc merci pour tout l'amour que tu mets dedans et merci pour toutes tes questions qui sont toujours si pertinentes. C'est un plaisir en fait c'est juste un plaisir d'être avec toi. J'adore. Merci. Merci pour toutes les lumières que tu continues à allumer. Continuons à les allumer ensemble. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, probablement le prochain avec Mélanie Mello. À bientôt. À bientôt.